La seconde partie de notre débat consacrée à la crise des migrants et à cette réunion qui se tient à Bruxelles des ministres de l'Intérieur des 28. Je vous le disais, l'Allemagne, l'Autriche et la Hongrie ont rétabli des contrôles aux frontières. Est-ce le début de la fin de Schengen? Eh bien, je vous pose la question, Andrzej Birt, vous êtes l'ambassadeur de Pologne à Paris. Vous-même, vous seriez prêt demain à rétablir le contrôle aux frontières s'il y avait afflux de réfugiés? Il y a des règles qui sont prévues dans le traité de Schengen qui prévoient une telle possibilité d'introduire de telles règles et ont été justement à la base de ces règles introduites en Allemagne ou en Autriche. La situation est vraiment extraordinaire. Donc, à juste titre, probablement les gouvernements de ces trois pays l'ont fait. Mais j'espère bien qu'on doit attendre pour stabiliser la situation et pour pouvoir revenir à cette, comment dirais-je, situation heureuse où l'espace européen était ouvert à tous ses citoyens. Et quand ça peut venir? Probablement suite à la réunion à Bruxelles, si l'on tombe sur les règles, justement, puisque c'est le sujet de cette réunion à Bruxelles, on va probablement, ayant établi ce hotspot et le fonctionnement du mécanisme d'enregistrement des nouveaux venus, on probablement rétablira, on va rétablir la liberté de se mouvoir, de circulation au sein de l'Union européenne. Et j'espère bien que ça sera une situation qui est, pour nous tous, une solution heureuse. Mais avant de pouvoir le faire, probablement, on doit néanmoins trouver ce mécanisme qui permettra de faire enregistrement d'une façon fiable. Qu'est-ce qui pourrait faire opposition finalement à ce mécanisme? Qu'est-ce qui pourrait faire que ça ne fonctionne pas? Que ce mécanisme ne fonctionne pas, parce que vu comme ça et détaillé de la tout le détail, on se dit que c'est assez simple. Non, cette question on doit poser dans le gouvernement qui sont décidés d'imposer les barrières, n'est-ce pas? Ils ne se trouvent pas en mesure de pouvoir contrecarrer cet afflux extraordinaire, inouï, et tout d'abord qui est survenu d'une façon inattendue, n'est-ce pas? J'ai dit tout à l'heure, notre amie italienne n'a pas eu l'air de comprendre. Je suis allé en Sicile pour rassembler les présidents des régions méditerranéennes de l'Europe, parce que j'étais scandalisé et honteux de voir l'Europe qui refusait de prendre une position. Et c'était les Italiens, en effet les Siciliens, les Calabrais, les plus pauvres face à la Ligue du Nord, qui accueillaient ce que j'ai appelé le refus d'un quota de mort. Quand quelqu'un va mourir, on le secourt. Il n'y a pas de question de quota, de papier, ni de quoi que ce soit. C'est après que ce que je ne comprends pas, c'est que l'Europe est en train de fermer ses frontières à l'intérieur, au lieu d'avoir et d'adopter une attitude commune pour éviter cette fermeture de frontières et donner à des pays comme l'Italie ou la Grèce qui sont en difficulté, ou même la Hongrie, leur offrir des moyens médicaux, des moyens policiers, des moyens de Michel personnes. Vauzelle, pardonnez-moi, mais la France, à un moment donné, elle a demandé aussi à l'Italie, au moment de Vintimille, elle était prête aussi à fermer la frontière avec l'Italie. Elle était prête aussi, la France, le gouvernement socialiste. D'accord, mais ça n'est pas une raison parce qu'on vous êtes contre. Vous pensiez que c'était une mauvaise chose de demander justement parce qu'il y avait cette peur aussi finalement. Mais moi, je suis président de cette région dont Menton est dans ma région. Je suis allé à Menton. Est-ce que ça vous a gêné? Mais ça m'a gêné, bien sûr, parce que je ne peux pas voir, moi, depuis Menton, qui est dans une région que j'administre, je ne peux pas voir des immigrés accrochés au rocher du côté de Vintimille. Donc vous dites, il faut ouvrir. Dans ce cas, ouvrons, accueillons. Non, c'est pas si facile que ça. Je dis dans ce cas, deux républiques sœurs, comme on les appelle depuis une éternité, comme l'Italie et la France, doivent se parler et éviter qu'il y ait un scandale à la frontière entre Menton et Vintimille. J'ai accueilli, dès lors qu'ils étaient mineurs, dans un lycée de Menton, dans une région qui n'est pas forcément très ouverte, mais qui est méditerranéenne, dans des lycées de Menton, des jeunes immigrés qui étaient réfugiés parce qu'ils étaient mineurs et qui ont été accueillis dans ce lycée. Donc il y a moyen, me semble-t-il, et nous sommes en dialogue permanent avec le président de la Ligurie et le président du Piémont, où dans des villages qui ont été à moitié abandonnés, on installe dans des maisons abandonnées des réfugiés à qui on donne un statut. Eh bien, l'Europe peut s'entendre au lieu de fermer ses frontières. Mais on sent quand même malgré tout, Michel Vauzelle, on sent malgré tout, sauf dans le cas en l'occurrence de l'Allemagne, on sent malgré tout qu'il y a toujours, quand même malgré tout, il y a quand même la peur d'ouvrir les frontières, parce qu'il y a aussi peut-être, on en parlera, une dimension politique. En France, on est à 3 mois des régionales. En Pologne, vous avez aussi bientôt des élections, et qu'il y a une opinion publique qui, dans son ensemble, en Europe, ce n'est pas vrai en Allemagne, a peur de cette crise des migrants et de ces migrants qui arrivent. Je voudrais quand même vous donner la parole, Joachim Bitterlich, si je vous fais réagir. Il faut rassurer les gens. Joachim Bitterlich. Mais l'objectif doit être, et ça, à cet égard, je comprends les Français ou d'autres, il faut rendre la situation de nouveau gérable.
Mais la faute, si vous voulez, si on parle de faute, c'était on a laissé seule l'Italie pendant des années. Absolument. On n'a pas réagi à Lampedusa. Voilà. On n'a pas du tout réagi. On a laissé seule la Grèce. Et surtout, on a laissé seul un des pays les plus pauvres de ce monde, la Jordanie. La Jordanie accueille 1 million de réfugiés. Ils ont beaucoup de mal à nourrir ces personnes, à leur procurer une tente, etc. Les Nations Unies sont courts d'argent aussi. C'est-à-dire qu'il fallait commencer d'abord en Turquie, qui reçoit 2 millions, si vous voulez. Les Liban, 1 million. La Jordanie, 1 million. Il fallait commencer là. Ensuite, trouver ce qu'on appelle aujourd'hui de manière très moderne hotspot dans les pays d'accueil en Europe, parce que pour de nouveau rendre, je dirais, gérable l'accord de Dublin, n'oublions pas, qui prévoit normalement que le pays qui accueille les premiers en Europe, ces réfugiés, doit les enregistrer, doit les diriger ensuite vers d'autres objectifs, on n'a pas fait. D'où l'objectif primaire pour moi doit être d'un côté de rendre de nouveau la situation gérable et en même temps, lorsque vous regardez les chiffres aujourd'hui, de quoi s'agit-il? Notre collègue italienne l'a dit à juste titre, le Conseil avait décidé au mois de juillet d'accueillir 40 000 et de les répartir entre différents États. On a trouvé, sur les 40, on a trouvé pour 33 000 de la place. Il faut toujours trouver 7 000. Et ensuite, Juncker a proposé, à juste titre, un certain système, un mécanisme d'urgence pour les 120 000, les autres. Oui, mais Joachim Bitterlich, et ça peut pas rester. C'est quand même dingue. 40 000 réfugiés pour une population de 500 millions d'habitants en Europe. Oui, mais je prends le chiffre, et ce qu'elle, heureusement, elle ne nous a pas raconté. Sur les 40 000 qui ont été décidés au mois de juillet, seulement pour 33 000, une place a été trouvée en Europe. Là est pour moi le scandale, si vous voulez. On a une communauté de destin avec les Méditerranéens. Et quand c'est pour ça que je suis allé à Palerme, en Sicile, en disant il faut que les présidents de région lancent un mot d'ordre, qui est d'ailleurs dans la ligne du « Nous sommes tous » Charlie du 11 janvier. C'est l'esprit du 11 janvier qui doit être rétabli, restauré. Nous sommes tous méditerranéens. C'est un appel que les présidents des régions méditerranéennes de l'Europe, grecs, espagnols, italiens, français, sont allés porter à Strasbourg au président Schulz et à la Commission européenne en disant on ne peut pas laisser mourir les gens. On ne demande pas ses papiers à quelqu'un qui coule et qui se noie. On ne peut pas laisser mourir des enfants sur les plages de Turquie. Mais après, il faut qu'il y ait un ensemble de solidarité européenne, surtout à l'égard de l'Italie et de la Grèce, qui sont les plus fragiles et les plus démunis. On n'a pas le droit de laisser ces pays. Oui, mais et au lieu de réagir, avec solidarité, on se ferme les uns les autres, on ferme nos frontières, on met des barbelés. Alors justement, c'est Cécile exactement l'inverse de l'esprit européen. Vous entendez le discours de solidarité de Michel Vauzel, et on est nombreux à avoir ce discours de solidarité. Mais dans les faits, moi je voudrais reparler de Vintimille quand même. Comment vous avez réagi, vous, lorsque vous avez entendu le gouvernement français dire si l'Italie ne gère pas ce flot de réfugiés, on fermera la frontière? Tout ça, c'est la conséquence du fait que les gens pensaient que c'était un problème de l'Italie. Or, ce n'est pas un problème de l'Italie, c'est un problème de l'Europe. Et c'est sur ça que je demande la responsabilité des États membres, des 28 gouvernements, puisque c'est très bien de faire des discours. Nous sommes tous d'accord sur ça. D'ailleurs, la priorité dans l'agenda de la Commission et du Parlement, on a toujours dit que c'est recherche et sauvetage, c'est-à-dire la vie humaine, le fait de sauver des personnes. Puisque vous savez, moi je suis médecin, quand je passe dans la rue ou je passe quelque part, je ne demande pas les documents à la personne. La première chose que je dois faire, c'est de sauver cette personne. Voilà. Et tout le reste, ça vient après. Alors c'est la même chose aussi dans la vie politique. Alors ça ne sert à rien qu'on se mette à discuter trop longtemps, tandis que les États membres n'arrivent pas à se mettre d'accord sur des chiffres qui sont vraiment ridicules. Donc j'insiste sur ça. Donc la priorité, c'était recherche et sauvetage et la lutte contre les passeurs et les trafiquants des êtres humains, puisque c'est question aussi des droits de l'homme. Il y a aussi un fait qui est très, très important, et je crois que ça concerne toute l'Europe, et c'est le fait de pouvoir parler aussi d'aider les pays qui sont autour de la Syrie, par exemple le Liban. Alors justement, l'agenda est assez clair, puisqu'on parle de la réinstallation. Oui, Cécile Kyenge, justement, je voudrais que vous réagissiez. Il y a David Cameron. Alors lui, il a promis d'accueillir 24 000 réfugiés. Alors la France, c'est sur 2 ans, lui, c'est sur 4 ans, David
Cameron, Oui. donc il est moins généreux encore, Oui, il faut oui. dire les choses telles qu'elles sont. David Cameron, lui, aujourd'hui, il était au Liban, il était en Jordanie, justement, il allait voir sur place les camps de réfugiés. Vous avez une réaction ? Je crois qu'on doit cesser de faire éternellement la campagne électorale. Il faut qu'on donne des solutions très concrètes. Ça fait des années que l'Italie a été laissée seule. Ça fait des années que la Grèce et d'autres pays ont été laissés seuls face à tout ça. Et je ne crois pas que c'est seulement maintenant que les autres pays se rendent compte. Mais dans tout ce temps-là, ils pensaient que c'était un problème qui était de responsabilité des pays du Sud. Or, je crois que l'Europe doit se reprendre justement sur ce thème. C'est la responsabilité, ça doit être le partage équitable de responsabilités, comme le dit les traités de fonctionnement de l'Union européenne. On doit aussi appliquer concrètement la solidarité, et je crois que la solidarité, ce ne sont pas des caprices, c'est quelque chose qui nous caractérise, qui est dans nos valeurs constitutionnelles, et je crois qu'il est grand temps qu'on puisse se ressaisir sur tout ça, et au même moment, on doit aussi, je dois être ferme sur ça, on doit aussi donner des solutions sur les causes profondes qui déplacent les personnes. En Afrique, au Moyen-Orient, on doit essayer de renforcer la démocratie, on doit essayer la démocratie, c'est-à-dire on doit accompagner les pays, puisque les gens fuient. Ils ne fuient pas seulement la guerre. Les gens fuient, ils fuient les dictatures, ils fuient la pauvreté. Alors, si on veut commencer à renvoyer les gens dans leur pays... Mais vous avez dit... Vous avez dit tout à l'heure, il ne suffit pas de dire « nous sommes tous méditerranéens » et de faire des discours. Non, mais rendez-vous compte que l'Europe n'a commencé à bouger que quand elle a senti que l'opinion publique était bouleversée, soit par des bateaux avec des centaines de migrants qui sont morts au large de la Sicile, et que la Sicile était bien seule et l'Italie bien seule. Et il a fallu la photo du petit enfant Eilan qui est mort sur une plage face à l'Europe pour que l'opinion soit bouleversée et qu'elle fasse pression sur les gouvernements. S'il n'y a pas cette pression à partir des discours que vous dénoncez, il n'y aura rien. Et en ce moment, c'est cette pression... Vous pensez vraiment, Michel Vozelle, qu'il y a une pression? Allez-y, Cécile Kienge. Excusez-moi, c'est mieux de pouvoir préciser qu'en 2013, moi j'étais au gouvernement, on a fait un programme qui s'appelait Mare Nostrum. On était seuls. Eh bien justement, on aurait aimé qu'il se poursuive ce programme. Oui, c'était un programme avec l'Europe, et l'Europe n'a pas voulu. De recherche. Oui. L'Europe n'a pas voulu, puisqu'on a dit qu'on ouvrait les portes Mais on est d'accord avec vous, madame, mais il faut qu'il y ait une pression sur les gouvernements de l'Europe pour que ça bouge, dans le sens de l'Italie, justement. Mais c'est tout le monde qui doit faire sa part. La société civile, c'est tout le monde qui doit faire sa part. C'est tout le monde qui doit faire sa part. Oui, c'est ce qu'on dit là. Alors, la part de la Pologne, c'est 2000 pour l'instant. 2000 sur cette première partie de 40 000 personnes qui ont dû être déplacées. Maintenant, il y a 80 000 supplémentaires qui seront divisés parmi différents pays membres, y compris mon pays. Y compris la Pologne. Pardonnez-moi, où est l'aspect humanitaire? Moi, je me souviens, en 1992-13, l'Allemagne seule a reçu 700 000 réfugiés du conflit des Balkans. On n'a pas discuté de quotas à l'époque. L'Allemagne les a reçus, point. Ensemble, on a créé un vrai mouvement populaire, ensemble avec des églises, des ONG, etc. Et on a fait cela pour des raisons humanitaires, pour des raisons des droits de l'homme, si vous voulez. Mais vous avez aussi une opinion publique, Joachim Bitterlich, qui suit. Et c'est peut-être ça aussi la différence, par exemple, avec la France. Parce que Michel Vozelle disait, oui, la pression des opinions publiques. Il y a l'émotion, en effet, avec la photo du petit Eilan. L'émotion, ça dure 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et puis après, fini l'émotion. Les gens voient des réfugiés syriens arriver chez eux, dans leur ville, dans leur village. Et soudainement, ils ont peur parce qu'il n'y a pas de logement, parce que c'est des gens qui n'ont pas de travail. Ils ont peur qu'on leur prenne leur travail. Et c'est peut-être ça, la différence, par exemple, entre l'Allemagne qui ouvre grand ses portes, comme vous le disiez, au moment de la guerre des Balkans, aujourd'hui, et la France qui a peut-être plus de mal. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi cette nuance-là? C'est-à-dire qu'il y a une politique d'intégration en Allemagne et qu'on a moins peur finalement de l'autre qu'en France. Madame, je me souviens, au mois de juin 1991, mon grand maître, le chancelier Kohl, a proposé à ses pairs européens l'introduction d'une politique commune en matière d'asile, d'immigration et des réfugiés. Et malheureusement, à l'époque, on aurait pu et dû agir. On aurait pu se préparer à de telles situations.
Et à l'époque, la grande majorité des Européens ne jugeaient pas nécessaire. Aujourd'hui, on a le problème, si vous voulez. Et ce que je critique, c'est notre réaction tardive. Et évidemment, il faudrait aussi aller vers les sources de ces conflits, vers les sources de ces dilemmes. Mais qui parle, par exemple, de la nécessité de revoir entièrement notre feuille de politique de développement en Afrique? Il faudrait le faire. Il faudrait conjuguer nos efforts européens vis-à-vis de l'Afrique. Qu'est-ce qu'on le fait jusqu'à présent? On fait de l'aide publique au développement et on ne sait pas où part l'aide, d'ailleurs. Il faut un conflit ou une situation de ce genre pour que l'opinion se réveille progressivement, lentement. Il y a 100 députés de l'Assemblée nationale dont je suis membre qui ont voté « Nous sommes tous méditerranéens ». Ce n'est pas une formule, comme semblait le dire notre amie italienne. C'est un appel face à la honte que nous avons éprouvée et que nous éprouvons face à l'attitude de l'Europe. Ce matin, le Conseil régional, que j'ai réuni exprès pour ça, a voté à la majorité l'aide nécessaire, 3 millions d'euros, pour aider les gens de la région à recevoir et à accueillir les réfugiés. Il faut que le gouvernement fasse respecter le fait que, face à quelqu'un qui est en train de mourir, c'est la première étape, on le sauve, quel qu'il soit, arabe, musulman ou européen. Ensuite, il faut accueillir ces personnes et aider l'Italie et la Grèce à avoir les moyens d'accueillir. Est-ce qu'il faut revoir Schengen? Et si la Hongrie n'a pas les moyens, il faut aider la Hongrie. Ne pas agresser la Hongrie, mais lui dire « vous êtes pauvre, vous n'y pouvez rien, on va vous aider ». Et elle doit accepter. Et ensuite, quant aux causes réelles de l'immigration, cette fois économique et non pas due à la guerre, il y a une conférence qui va se tenir à Malte, où les pays d'Europe, d'Afrique et de la Méditerranée vont se réunir justement pour réfléchir à un plan sur 5 ans, 10 ans, peut-être 20 ans, où par la formation professionnelle, des aides techniques, des aides financières, on va permettre aux jeunes Africains de rester chez eux et de ne plus avoir envie de venir en Europe pour trouver des conditions épouvantables de vie. Donc voilà, il y a plusieurs problèmes, il ne faut pas tout mélanger. La mort des uns qui fait scandale au large de la Sicile, et scandale parce que nous ne sommes pas assez solidaires des Italiens. Quand on voit les hordes de gens malheureux qui se trouvent sur l'île de Kos ou de Lesbos, comment voulez-vous que même les Français du Sud n'aient pas peur que ces hordes arrivent chez eux? Donc il faut à la fois accueillir et en même temps rassurer ceux qui ont peur de l'immigration et qui nourrissent chez nous les forces d'extrême droite, comme en Italie, les forces d'extrême droite. Il faut avoir les deux, un discours un peu balancé, mais sérieux. Un rapide tour de table sur... c'est la responsabilité des États aussi. Justement, Cécile Kyenge, est-ce qu'il faut, selon vous, réformer Schengen? Est-ce qu'il faut revoir Schengen? Non, moi je ne crois pas, puisque je crois que s'il y a quelque chose une valeur ajoutée qu'on a eue durant toutes ces années, c'est la libre circulation. Et je ne critique pas l'Allemagne, je ne critique pas, puisque en ce moment-ci, c'est écrit dans le code frontière Schengen qu'en cas de crise, un pays peut temporairement fermer, réintroduire le contrôle des frontières. Mais l'important est que ces contrôles puissent rentrer à la normalité. Rentrer à la normalité, c'est-à-dire ne pas y avoir des contrôles, c'est la responsabilité de tous les États. Alors il faut que plus vite on essaye de se décider pour que, disons, les 28 pays fassent voir quelle est la face de l'État. Je termine en disant que moi, par contre, je condamne l'Hongrie. Oui, rapidement, je condamne l'Hongrie puisque je crois qu'elle a construit un mur qui est la honte de l'Europe et qu'en ce moment-ci, on doit avoir le courage de le dire, c'est contre nos valeurs. André Birth, vous condamnez aussi ce mur, on le voit. Ce mur, c'est le mur de la honte, vous dites? Non, je ne le dis pas, c'est le mur de la honte. Pour moi, c'est le honte. Oui, mais je demandais à monsieur l'ambassadeur. Mais je demandais à monsieur l'ambassadeur. C'est le mur de la honte, c'est le mur de la honte. C'était malheureusement une réaction sur le débordement de ce petit pays, puisque vous... Mais est-ce qu'on peut réagir par un mur? Est-ce qu'un mur, vous qui avez été dans les pays de l'Est, vous avez connu le mur? D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, ça vous réveille pas? Puisque c'était les Hongrois qui ont coupé le mur qui bloquait les Allemands pour sortir en Autriche, mais ils étaient justement débordés probablement. Vous voyez. Donc vous comprenez ce mur? Pardon? Vous le comprenez ce mur?
Je ne le comprends pas, mais peut-être de leur point de vue, ils se sentent d'être débordés. Pourquoi ils ont réagi de cette manière? C'est l'Europe qui doit leur éviter de voilà, faire le c'est justement ça, vous voyez. Mais c'est Orban, je voudrais bien que nous revenions un tout petit peu sur son aussi proposition de prélever 1% de notre budget unitaire pour faire fortifier justement nos efforts dans le point de démarrage de premiers émigrés aux alentours, par exemple, de la Syrie, n'est-ce pas? Nous devons aider ce pays qui sont le premier à prendre dans ses mains ceux qui fuient. Joachim Witternich, c'est le mur de la honte. Pour moi, ce mur est inacceptable. C'est un mur de la honte, mais il fallait qu'on aide beaucoup plus tôt l'Italie, comme la Hongrie, comme d'autres pays qui se trouvent dans une situation difficile. C'est ça pour moi l'objectif. Et, évidemment, revoir Schengen, oui. Schengen, rien n'est parfait dans ce monde. Il faut réfléchir, par exemple, pourquoi nous n'avons pas aidé l'Italie dans ses opérations en Méditerranée, avec des forces navales. On appelle ça Frontex, j'ai entendu. Oui, mais Frontex, soi-disant, on a une police aux frontières européennes. Moi, j'ai été en été. Qui avait des moyens moindres à ceux de Mare Nostrum, qui était l'opération menée par l'Italie seule. Moi, j'ai été au mois de juillet dans l'est de la Roumanie. La réduction des fonds qui était justement disponible, ils ne sont pas capables. Oui, bien sûr. Allez, c'est la fin de ce débat. Un mot, Michel Vauzelle, c'est un mot parce qu'il y a Karim Akiki qui nous attend. Oui, un mot. Karim pour dire que j'ai interpellé, je peux le dire? Ah oui. Un mot. C'est pas un gros mot. C'est pour dire que j'ai écrit à M. Juncker, je suis une petite chose, mais j'ai écrit à M. Juncker pour dire qu'il y a des crédits dédiés au voisinage et à nos voisins de la Méditerranée. Tous ces crédits n'ont pas été utilisés. Ce sont des centaines de millions d'euros qui vont retourner à Bruxelles et je ne sais où après. Gardons que le Conseil européen garde ces crédits et aide la Hongrie, et aide la Grèce, et aide l'Italie, et fasse en sorte qu'il n'y ait pas de mur de la honte, mais qu'il y ait, et le Liban, bien sûr. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Karim Yayaoui, tout de suite pour un œil sur les médias. Bonsoir Karim, mais on commence tout de suite avec Angela Merkel qui est débordée par sa politique d'accueil. Alors, on va voir sur les réseaux sociaux notamment qu'on a partagé un certain nombre de dessins qui illustrent cette situation. Alors il y a encore quelques jours, Angela Merkel était Mama Merkel, comme la présente ici le site du Guardian, une mère pleine de compassion pour les réfugiés syriens. Et sur les réseaux sociaux, on avait abondamment partagé cette image d'un selfie pris par un réfugié, les yeux pleins de reconnaissance, avec Angela Merkel. C'était il y a quelques jours. Alors, il y avait tout de même déjà un certain nombre de critiques qui s'élevaient dans un certain nombre de médias. Ici, The Spectator, qui compare Angela Merkel à une sirène qui attire ses réfugiés, des réfugiés qui risquent leur vie et les dangers sont nombreux. Aujourd'hui, sur Twitter, voici un certain nombre de dessins qu'on partageait. Les choses ont changé. Ce n'est plus Welcome to Germany, mais Too Many, trop de réfugiés pour l'Allemagne. Et puis cet autre dessin, ici publié sur le site de Courrier International. Stop, pas tous à la fois, a crié Angela Merkel. Dites-leur qu'il y a d'autres pays très jolis et très sympas. Alors, dans les médias français, on en parlait beaucoup de ces contrôles à la frontière qui étaient rétablis, notamment dans la presse régionale. Ici, le républicain lorrain, ou Pierre Fréhel, nous explique que Merkel, finalement, a dû capituler face à la réalité. Et déjà, l'opposition en Allemagne se fait très critique et parle d'une grave erreur de jugement. Autre site internet, celui de la Charente Libre, avec l'édito de Dominique Garot, qui évoque cette parenthèse enchanteresse de Mama Merkel qui s'achève. Et puis finalement, il nous explique que l'Allemagne met en place un ultimatum pour les autres pays européens pour qu'ils se mettent enfin en branle pour accueillir tous ces réfugiés. Et puis du côté de la Voie du Nord, Merkel n'est plus Mama Merkel, mais la garde-barrière de l'Europe. C'est un édito signé Mathieu Verrier, qui évoque une Allemagne qui fait un petit peu ce qu'elle veut, c'est son point de vue. Il explique que finalement en Europe, on doit faire avec les brusques coups de volant de Madame Merkel. Et puis, autre point de vue, celui de Pascal Coqui dans les dernières nouvelles d'Alsace. Pour lui, cette suspension n'est que temporaire. L'Allemagne avait besoin de reprendre son souffle. Et évidemment, les choses vont aller dans le sens d'une levée de ces contrôles à la frontière, selon Pascal Coqui.
Le rétablissement du contrôle frontière en Allemagne, pardonnez-moi, qui est à la une des médias aujourd'hui. À la une des médias et beaucoup de réactions, notamment cette fois-ci politiques, puisque, comme on en parle beaucoup dans les médias, du côté des politiques, on s'est empressé de réagir. Alors ce n'est pas une surprise, à l'extrême droite, Marion Le Pen écrit sur son compte Twitter « Submergée, l'Allemagne vient de rétablir sa frontière avec l'Autriche », comme quoi c'est possible. Elle a déjà enterré Schengen avec ce hashtag Rest in Peace Schengen. Et puis Nicolas Sarkozy, par le biais de son meilleur porte-parole, en quelque sorte, Brice Hortefeux, explique, Brice Hortefeux, que ce rétablissement du contrôle aux frontières en Allemagne, eh bien, Nicolas Sarkozy l'avait évidemment anticipé. Oui, parce qu'il avait prôné la fin de Schengen. En tout cas, un Schengen 2, une façon de remettre les choses. Alors, il faut tout de même préciser certains éléments. C'est ce que fait le site du Monde à travers sa page Les Décodeurs. Les pays européens ont tout à fait le droit de rétablir des contrôles à leurs frontières. C'est arrivé d'ailleurs à de nombreuses reprises. À de nombreuses reprises. On en trouve la liste sur le site du Monde ou encore sur le site de l'Obs, déjà suspendu une vingtaine de fois. Merci beaucoup Karim Yeyaoui, merci pour cette chronique. Merci encore à tous les quatre d'avoir participé à ce débat, merci à vous de l'avoir suivi. Très belle soirée sur France 24, tout de suite le journal et je vous retrouve demain soir à partir de 18h, heure de Paris.